J'appuie là-bas? Ouais. C'est la sécurité. Voilà, alors bonsoir tout le monde. Alors on va avoir la chance, le mérite et l'honneur de passer une petite heure et de traverser avec l'aide d'Hachem les principaux, la halachot principale qui traite de la fête de Pessah. Donc on va aborder rapidement parce que normalement on aurait dû faire de nombreux shiurim comme ce soir. Il y a toute une masechet entière qui a été écrite au sujet de Psachim. Il y a des dizaines et dizaines de séifim dans le Shulchan Aruch sur le Chod Pessah, mais nous allons partager notre cours en 5 parties. Première partie, la Bdikat Hametz. La deuxième partie, le Biur Hametz. La troisième partie, Bezrat Hashem. La troisième partie, ce sera la cachérisation des ustensiles qu'on utilise pendant la fête de Pessah. La quatrième partie, ce sera la veille de Pessah. Et la cinquième, la halachot essentielle du Leil HaSeder. Donc très rapidement, alors donc si vous avez des questions, alors on pourra les poser après le cours, ou bien sûr sur mon portable. Rappelez-vous déjà 06 18 26 68 68. Si vous oubliez, c'est facile à se rappeler. 06 18 c'est Chai, 26 c'est l'on d'Hachem, 68 68 c'est 68 c'est la Gematra de Chaim, c'est 2 fois Chaim. Donc c'est facile à se rappeler. Donc nous allons commencer premièrement par les halachot de Bdikat Hametz. On sait que dans la Torah, il y a 3 fois la Torah nous parle de la Bdikat Hametz. La première, Bal Yirae. La deuxième, Bal Yimatse. Et la troisième fois, Tashbitu. En français, ça donne les choses suivantes. Il y a 2 interdits, 2 laves, parmi les 113 mitzvot. Il y a 2 laves que la Torah nous dit que celui qui transgresse, il reçoit Malkout. Alors quelqu'un il est puni, et il y a une mitzvah assez qui s'appelle Tashbitu. 2 fois, la Torah dit on ne doit pas posséder ni avoir du Hametz, du levain chez soi à la maison. Et donc une personne qui malheureusement garde chez lui du Hametz, il est ouvert sur 2 lavim, Balirae ou Balimatse. Plus de cela, il transgresse aussi une mitzvah positive qui est Tashbitu Seor Mivetechem. C'est pour cela que les Chachamim sont intervenus, ils ont dit la chose suivante. Pour arriver à annuler pour arriver à annuler et détruire le Hametz, on va procéder à ce qu'on appelle la Bdikat Hametz. Alors la Bdikat Hametz, tout le monde sait que ça se passera Bezrat Hashem ce jeudi prochain, exactement à la même heure qu'aujourd'hui, après la Tfila de Harvit, donc à 21h15, tout le monde rentrera chez lui, commencera à faire la Bdikat Hametz. La Bdikat Hametz se fait, tout le monde le sait, avec une bougie. Mais, halakhiquement parlant, aujourd'hui, les Gdolei Israël sont mis tous d'accord qu'il ne faut pas utiliser la bougie pour faire vraiment une vraie Bdikat Hametz. Parce qu'une vraie Bdikat Hametz, c'est pas simplement de passer en revue très grossièrement tout son appartement et de regarder, bon, il n'y a pas de Hametz. Non, il faut regarder dans chaque coin et recoin de l'appartement, de la maison, dans chaque armoire, chaque tiroir, derrière les armoires, derrière des chauffages, partout il faut chercher le Hametz. Et donc avec une bougie, on risque premièrement de faire tout l'appartement. Deuxièmement, d'avoir peur que ça va prendre feu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha sur la bougie. Après avoir fait la bracha sur la bougie, on va commencer à vérifier un petit peu, une petite partie de l'appartement. Et puis, on gardera la bougie pour la fin de la Bdikat Hametz et on va prendre une torche électrique. Et avec une torche électrique, donc on va passer dans chaque coin et au coin de l'appartement. Donc maintenant, il y a 2 avis. Premier avis, c'est qu'on n'a pas besoin d'éteindre la lumière pour faire la Bdikat Hametz. On peut laisser la lumière allumée. Et avec ma torche, je cherche dans les coins, dans tous les casiers, dans tous les armoires de mon appartement. Deuxième idée, le deuxième chita, c'est d'éteindre la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière, en réalité, elle gêne un petit peu
la torche pour avoir une vision bien précise. Si vous voulez transcender bien, regarder bien dans chaque coin et recoin, c'est mieux d'avoir une torche et on voit plus facilement, c'est-à-dire que la lumière converge bien facilement dans les endroits que je cherche. Donc, deux avis. Celui qui laisse allumer, il n'y a pas de problème, mais avec un peu d'expérience, on voit que si on éteint, on arrive plus à repérer les petits problèmes qu'il peut y avoir éventuellement. Donc, c'est de cette manière qu'on va procéder à l'abdicat Hametz. Alors, en réalité, si on calcule combien de choses on a chez soi à la maison, c'est innombrable. Si on doit passer au peigne fin toute notre maison avec une torche, on pourra passer des heures et des heures. C'est pour cela que les Chachamim nous ont donné le conseil, tel qu'il est écrit dans le Mishnah Bora, de faire la chose suivante, c'est de ne pas attendre le jeudi soir pour faire l'abdicat Hametz. Déjà, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, déjà commencer à faire l'abdicat Hametz. À savoir que dès que vous avez, par exemple, le mardi soir, vous commencez à faire une chambre. Déjà, si vous avez fait l'abdicat déjà de cette chambre-là, vous avez une chambre de moins. Donc vous allez amoindrir, si vous voulez, le travail qu'il y a à faire. Ça veut dire le travail qu'il y a à faire pour toute la maison, vous allez scinder le travail en plusieurs jours, mais la bracha sera faite uniquement le jeudi soir. On ne pourra pas faire de bénédiction, on ne pourra pas faire cette bracha-là dans les jours qui précèdent le jeudi soir. Donc ni le Yud Gimel, ni le Yud Bet, ni le Yud Aleph. C'est seulement le 14 du mois de Nissan qu'on peut faire l'abdicat Hametz. Donc de cette manière, on passera en revue tout l'appartement. Mais évidemment, dans l'appartement, il y a de nombreuses choses et on va essayer de passer très très rapidement des choses qu'on peut oublier. Et comme on sait que la mitzvah, c'est vrai que madame fait le nettoyage du printemps, mais nous, hommes, on n'est pas intéressés par le ménage de printemps. C'est sûr qu'il faut féliciter notre femme qui le fait. Mais nous, ce qui nous interpelle, c'est l'abdicat Hametz. L'abdicat Hametz, même si une chambre, même si une armoire, elle a été nettoyée à fond, et on est sûr que notre femme, la femme de ménage, les personnes qui l'ont nettoyée, c'est sans équivoque. Malgré tout, si nous n'avons pas vérifié à la lumière d'une bougie ou bien avec une torche électrique, notre abdicat Hametz ne sert à rien. Parce que abdicat Hametz, ça ne veut pas dire nettoyage, abdicat ça veut dire valider. Il faut valider. Même si c'est propre, vous devez passer et valider. Ah, ça c'est propre, ça c'est propre, ça c'est ok, ça c'est ok. Donc vous avez votre liste, vous faites des V, un petit V, hop, c'est bon, ça c'est validé. Donc faites de cette manière-là, si on scinde ce travail-là en plusieurs jours, évidemment, on arrivera plus facilement à obtenir une propreté maximale et une validité sans équivoque. Et d'ailleurs, le Rav Chaim Kanievsky, qui a plus de 80 ans, plus que 80 ans, il fait l'abdicat Hametz, écoutez bien. Et pourtant, sa maison est très petite et il n'a vraiment rien chez lui en maison à part des livres. Et même les livres, il les vend pour le goy, puisque peut-être il y a du Hametz. Donc il passe depuis, en Israël, on commence à peu près à 7h30, 19h30, de 19h30, 20h, jusqu'au lendemain matin, au net, c'est-à-dire qu'à 5h du matin. Donc ça lui prend de 8h du soir à 5h du matin. Le Rav Chaim Kanievsky, et pourtant il n'a rien chez lui. Alors si nous on doit faire comme il fait lui, c'est pas qu'à 5h du matin, c'est qu'à 5h de l'après-midi. Alors pour la Gada de Pessah, ça va être un peu délicat. Donc c'est pour cela, si on commence un petit peu à l'avance, on arrivera plus facilement. Ne pas oublier, évidemment dans l'abdicat Hametz, il y a des choses qu'on peut oublier. Par exemple la voiture. Évidemment la voiture, si on l'utilise pendant Pessah, évidemment il ne faut pas oublier la voiture. Il faut oublier si vous avez un bureau, si vous travaillez, vous avez votre propre bureau, de vérifier aussi votre bureau. Si vous travaillez chez un goy, vous êtes employé, vous avez vos tiroirs dans votre bureau, etc. Il faut vérifier aussi dans votre, si vous voulez, dans votre espace de vie, exactement, vous devez vérifier aussi à la lumière d'une bougie. Alors évidemment, vous n'allez pas aller là-bas à la lumière d'une bougie, ça va être un peu attendez là, vous voulez en venir là. Donc dans ce cas-là, on le fera jeudi matin, on le fera à la lumière d'une bougie, mais c'est aussi bien qu'on ne peut pas le faire la nuit, dans un cas on peut pas faire. Ne pas oublier la cave, ne pas oublier le grenier, ne pas oublier le box
où vous rangez votre voiture, ne pas oublier exactement tout ce qui appartient à une personne. Évidemment, je ne parle même pas si une personne a une résidence secondaire autre part, qui doit aussi la vérifier. Alors pour simplifier tout ce travail-là, qui est énorme, si on veut le faire vraiment d'une manière méthodique, et vraiment faire la mitzvah telle que les Chachamim, telle que la Torah nous l'ordonne, on va faire la chose suivante. On va, si vous voulez, séparer on va séparer en deux tous nos biens. La première partie, ce seront les biens que nous allons utiliser pendant Pessah. Et la deuxième partie, ce sera les biens que nous n'allons pas utiliser pendant Pessah. Si par exemple, votre bureau, vous ne travaillez pas pour la moyenne, vous ne pensez pas rentrer dans votre bureau, donc vous n'avez pas besoin d'aller vérifier, d'autant plus que c'est à Neuilly, et votre bureau, il est à Sarcelles, eh ben, vous avez pour encore une demi-heure, une heure, etc. Alors que vous allez faire, si votre bureau vous ne l'utilisez pas, vous allez le fermer et vendre le Hametz qui se trouve dans le bureau. On ne vend pas le bureau. On ne vend pas, dans ce qu'on fait la Hametz, on ne vend pas ni la maison, ni les meubles, ni les ustensiles, on ne vend rien. On ne vend rien que le Hametz qu'il y a dans ces endroits-là. Et on va, comme le Hametz, maintenant ça appartient à un goy, et comme la Mishnah dit, et c'est ramené dans Maseret Psachim Davav, que le Hametz El Goy est non ouvert, mais il faut faire une Mechitza à Sarah. Donc on va fermer la porte à clé et on va vous louer l'endroit où est entreposé le Hametz. Donc voilà ce que vous allez faire. Si par exemple vous avez une cave, vous n'allez pas commencer et c'est excessivement difficile de le faire, vous fermez votre cave, si vous ne pensez pas, si vous n'avez pas des choses à utiliser pendant Pessah, fermez votre cave et vendez la cave. Le grenier, la même chose. La chambre de bonne, la même chose. Vous avez une chambre dans votre appartement. Cette chambre-là, vous ne l'utilisez pas. Vous avez un placard, vous avez un cagibi, vous pensez ne pas l'utiliser, vous le fermez à clé. Si ce n'est pas possible à clé, vous mettez un scotch et vous marquez dessus, vendu au goy. À ce moment-là, vous êtes patour, vous êtes exempt de faire l'abdikat Hametz. Parce que tant qu'on n'a pas fait l'abdikat Hametz de tout notre appartement, on n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est de passer en revue toutes les choses, sauf ce qui ne nous appartient pas. Et donc, d'où l'intérêt de ne pas se charger trop et si vous voulez, déléguer, partager tous les biens en deux parties. Des choses qu'on utilise, donc on est obligé de faire l'abdikat Hametz. Des choses qu'on n'utilise pas, eh ben on va les vendre. Donc on le vend, on peut vendre, et pas simplement on vend une maison ou bien une chambre, on peut vendre par exemple un placard, le troisième placard du haut à partir, etc. On peut mentionner, on pouvait vendre des parties. Par exemple, dans votre cuisine, si vous voulez vendre les meubles, les éléments du haut, vendez les éléments du haut. Si vous voulez vendre qu'un élément, vous dites le troisième élément à partir de la gauche, je le vends à un goy. De cette manière-là, vous êtes quitte de la mitzvah de Bdikat Hametz, parce que la Bdikat Hametz, c'est seulement pour les choses qu'on utilise. Mais les choses qu'on n'utilise pas, si on le vend, c'est plus à nous. Si c'est plus à nous, il n'y a pas de mitzvah de Bdikat Hametz. Alors, donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. Évidemment, ne pas oublier aussi, comme on a l'habitude de dire, évidemment, le sac d'aspirateur, parce que souvent on l'oublie. Et la deuxième chose qu'on a toujours l'habitude de dire, c'est les poubelles. Parce que les poubelles, c'est un réel problème. Et c'est un problème vraiment très très épineux. Et c'est dommage, avec tellement d'efforts que chaque juif fait pour Bdikat Hametz, de se retrouver le soir du Seder, lorsque ses propres poubelles, son propre Hametz, se trouvent dans les poubelles de l'appartement ou bien dans la résidence ou bien de son bâtiment. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La chose suivante, il faut, comme on avait déjà dit, il faut donc réfléchir bien à quel moment, entre guillemets, il y a le ramassage des ordures ménagères, et si le ramassage des ordures ménagères aura lieu, disons, vendredi, et celui d'avant, c'était lundi. Donc maintenant, on va se retrouver que, bon, on va dire samedi, encore pire. Donc vendredi, donc on fait le ramassage des ordures, c'est le lundi et le samedi. D'accord? 2 fois par semaine. Si c'est tous les jours, c'est facile, mais imaginez-vous c'est 2 semaines. Alors maintenant, tous les ordures, tout le hametz que vous avez entreposé depuis lundi jusqu'à samedi, qui vont venir les ramasser, tous ces ordures sont encore là. Ils sont encore là. Ça vous appartient.
il faut faire 4 mètres. Alors imaginez-vous, vous n'allez pas vous amuser à faire 4 mètres dans les poubelles. Là, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça encore. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Très simplement. À partir du lundi ou du mardi ou mercredi, la dernière fois où on ramasse ces ordures ménagères, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sélection, on va faire un tri d'ordures, pas comme ils font le bleu et le vert, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le chametz vraiment d'un côté et les autres ordures ménagères, ceux-là on peut les déposer. Mais le chametz, les miettes de pain qui nous restent, ceux-là on ne va pas les mettre dans la poubelle. On va les mettre dans un sachet et on va les déposer en dehors de notre poubelle. C'est-à-dire on va les mettre dans la rue ou bien on les jette dans un endroit qui ne nous appartient pas. À ce moment-là, on n'est pas ouvert sous le bas des rabbi matzeh. Deuxième manière, ce serait de vendre ces poubelles. C'est-à-dire l'endroit où je trouve la poubelle, je la vends. Sinon c'est un problème, parce que si je le vends, après je ne peux plus entreposer pendant Pessah. Donc voilà ce qu'il faut faire pour être vraiment quitte avec la halakha. C'est à partir de la dernière fois où on ramasse les ordures ménagères jusqu'au moment où, si ça empiète dans Pessah, alors en ce moment-là, on prendra tous ces miettes et on les mettra directement dans un endroit qui est public. Ça, si on veut, c'est de cette manière qu'on fait la Bdikat Hametz. Et à ce moment-là, on fera donc la bracha asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al biur hametz. Et on aura la kavana au moment où on fait la bracha de se rendre yotzek qu'en réalité, quand on dit al biur hametz, on n'est pas mevaer, on ne brûle pas pour l'instant, on le recherche. Mais on fait déjà le processus de l'abdika, elle commence depuis jeudi soir pour se terminer vendredi après-midi vers les midi. Donc on va commencer à faire la bracha et on fera bien attention évidemment de mettre les 10 morceaux de pain pour les 10 morceaux de pain deux points importants d'un point de vue halachique. Premier point, ne pas mettre dans ces 10 morceaux de pain des grands morceaux de pain de kazaït, comme il y a le volume d'une olive. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà arrivé qu'on ne retrouve pas un morceau de pain. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé? Jamais. Ça arrive. C'est arrivé. Une nuit de recherche. Hein? Une nuit de recherche, exactement. Alors, pour ne pas arriver à ne plus le retrouver, donc on va mettre des tout petits morceaux de pain, c'est-à-dire moins qu'un kazaït. Parce qu'on sait que ce que dit le Chagatari, qu'on n'est pas ouvert sur Balaï Maté, seulement sur kazaït. Donc on fera moins que kazaïtim. Deuxième point, on demandera à quelqu'un qui marque exactement où il les a mis. Parce que des fois, on le cache tellement bien que même la personne qui les a cachés ne se rappelle même pas où elle a mis. Donc on demande à quelqu'un de marquer numéro 1, je l'ai mis derrière ça, numéro 2, etc. Deuxième point important, de ne pas envelopper ces morceaux de pain avec du papier aluminium. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces morceaux de pain, on va être mécanisme à mitzvah de biochametz, et comme la Gemara dit dans Masechet Psachim, c'est grand Shonaro, en biochametz et la besrefa. On est marqué comme Rabbi Yehuda qu'il faut brûler. Et le problème, c'est que si vous mettez vos petits morceaux de pain, les 10 morceaux de pain qu'on a dû les mettre comme dit le Harizal, vous les enveloppez dans du papier aluminium. Alors lorsque vendredi matin vous allez les brûler, eh ben on va avoir un gros problème, c'est que ça ne brûle pas. Ils vont devenir du pain grillé. Vous allez griller vos pains. Alors vous allez avoir au contraire. Avant c'était simple du pain, maintenant c'est du pain grillé. C'est encore meilleur. C'est encore meilleur, vous avez du pain grillé. Donc pour ne pas arriver à ça, parce que la mitzvah, c'est de brûler le chametz, etc. Et de s'amuser à prendre des papiers aluminium. Le papier aluminium, il protège. Alors il faut laisser des heures et des heures pour arriver à brûler. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement l'envelopper dans du papier journal. Et à ce moment-là, bien l'envelopper avec le journal, vous les attachez pour pas que ça peut évidemment s'éparpiller. Et à ce moment-là, le vendredi matin, au moment du bureau Hamet, on va les prendre, et là, à ce moment-là, ils pourront, premièrement, le papier journal, c'est un bon conducteur de chaleur, puisqu'il va brûler lui-même, et deuxièmement, il sera entièrement brûlé. Parce qu'il faut bien se rendre compte, ce que dit le Midrash Trinour, c'est que pour être mécanicien à la mitzvah de Biur Hametz, il faut que les 10 morceaux de pain, si on les additionne tous ensemble, on va obtenir un kazaït. C'est pour ça que je dis, on prend chacun moins qu'un kazaït, mais si on additionne 12, il y aura un kazaït. Et à ce moment-là, la mitzvah de Biur Hametz qui sera faite le vendredi matin, elle sera faite de cette manière-là, que les 10 ensemble, ce sera un kazaït, et on va brûler le kazaït. Alors pour brûler le kazaït, deux petites je ne sais pas si vous remarquez, je passe dans le deuxième sujet. Pour bien brûler les 10 morceaux de pain, alors rappelez-vous bien
deux points. Premièrement, si l'heure fatidique de vendredi après-midi, c'est-à-dire Sha'ar Hamishit, c'est le moment où on n'a plus le droit de posséder du Hametz, c'est à midi et des poussières. Donc, ne venez pas brûler le Hametz à midi, ne venez pas brûler du Hametz à midi et des poussières. Venez à midi moins quart. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est de brûler le Hametz avant. Ça ne veut dire pas quoi brûler le Hametz, que le Hametz soit déjà brûlé avant l'heure. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des retardataires, mais pour ça, il faut être plus vigilant. Parce que, écoutez bien, parce que ça voudrait dire que si vous avez commencé à le brûler à midi des poussières, donc au moment où l'heure fatidique de midi des poussières va arriver, le Hametz, vous l'avez encore. Vous l'avez pas encore brûlé, il est encore là. Donc il faut calculer le temps de brûler le Hametz. Il faut calculer le temps que le Hametz soit déjà brûlé entièrement avant l'heure qui est mentionnée vers midi 17 ou midi 9. Je n'ai pas encore marqué, d'accord. Donc c'est premièrement. Deuxièmement, le Rav Moshe Steinbourg, comme tout le monde sait, a écrit un sefer qui parle beaucoup sur la Biblio Hametz, et il a dit ce point important. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Moshe Steinbourg, qui est le Dayan du Badat à Yerushalayim, Abedin du Badat à Yerushalayim. Il a écrit un beau chidouche. Il a dit, écoutez bien, comment vous allez brûler vos 10 morceaux de pain? Comment vous faites pour brûler vos 10 morceaux de pain? Alors, vous allez allumer. Alors, pour faire plus vite, vous allez prendre un petit peu d'alcool, et vous allez verser sur les 10 morceaux de pain, et vous allez allumer. Et à ce moment-là, ça va bien prendre, et ça va brûler. Il dit, le Rav Moshe Steinbourg, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez versé ce spirit-là, ce white spirit, vous l'avez versé sur le pain, il est immangeable. Donc c'est pas du Hametz. Donc quand vous allez brûler, vous n'allez pas brûler du Hametz, vous allez brûler n'importe quoi. Alors vous n'avez pas fait la mitzvah. Alors à quoi bon de se fatiguer à brûler quelque chose qui n'est pas Hametz? Donc c'est parce que du pain avec du white spirit, c'est immangeable. Pour un être humain, on ne peut plus manger une telle chose. Donc vous l'avez rendu nifsal, la chilat adam. Et donc si c'est nifsal la chilat adam, c'est plus du Hametz. Si plus du Hametz, c'est plus du Hametz. Donc c'est dommage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La chose suivante. D'abord, on va le brûler. Et si vraiment on voit qu'il résiste, à la fin on peut rajouter un peu de spirit, parce qu'on a quand même déjà été mécanique mitzvah de Srefat Hametz. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a deux possibilités pour brûler le Hametz. La première, c'est d'aller dans une synagogue où on organise un endroit où on brûle d'une manière collective le Hametz, ou bien c'est vraiment pas difficile, même si vous êtes en voiture, même si vous êtes sur la route, arrêtez-vous, même si vous êtes en voyage pour le Seder, arrêtez-vous à l'heure qu'il faut, vous prenez une boîte de conserve, vide évidemment, vous mettez vos 10 morceaux de pain, vous mettez, ce qu'il faudrait lui faire par contre pour que ce soit très très facile, on peut acheter à Auchan ou n'importe quel endroit ce qu'on appelle des trucs qui allument vite, là, des allumes-feu. Pour les barbecues ou tout ça, il y a des trucs qui s'appellent des allumes-feu, on met un ou deux comme ça, et ça prend très très bien le feu, et au bout de quelques minutes, il ne reste plus rien. Donc utiliser cette manière-là, et on fait une très belle mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la chose suivante. Que ce soit jeudi soir, ou que ce soit vendredi matin, il faut faire, tout le monde sait, il faut faire ce qu'on appelle, il faut dire la fameuse phrase qui est la phrase magique, qui dit Kol Chamira Adika Bechuti, de Chazito de Chazité, de Verté, de Verté, de Liftil, avec Afadara. Maintenant, dit le Mishnah Bora, comme c'est écrit dans ce livre, il faut le dire en araméen, mais celui qui ne comprend pas l'araméen, ça ne sert à rien. C'est pas Teilim, c'est pas la Tfila, c'est pas Shmona Esrei. Vous savez, Yom Kippour, si vous avez lu tout le Sidour, vous n'avez rien compris, c'est bon. Mais pour cette phrase-là, si vous l'avez dite sans rien comprendre, ça ne vaut rien du tout. Parce que là, il faut comprendre. Donc celui qui ne comprend pas l'araméen, celui qui ne comprend pas ce que ça veut dire, alors c'est mieux qu'il le dise en français, qu'il dise en araméen, ça ne veut rien dire. Donc celui qui ne comprend pas l'hébreu, l'araméen, qui le dit en français. Dit le Mishnah Bora, comme on sait qu'il y a deux chitots dans ce qu'on appelle Biur Hametz, on dit comme ça, liftil, ça veut dire qu'il soit battel,
vilivé, et qu'il soit keafra dera, comme la poussière de la terre. Le Mishnah Bora dit, quand il y a une grande marloquette dans les poskim, c'est quoi bitoul? Est-ce que bitoul c'est midin efker ou bitoul c'est pas midin efker? Dit le Mishnah Bora, il faut dire la chose suivante. La première fois, on va faire comme dans le Sidour. La deuxième fois, comme dans le Sidour. La troisième fois, comme dans le Sidour, sauf la troisième fois, on ajoute un mot. On dit Diftil vidévé efker kafradara. On rajoute le mot efker. Ça veut dire comme ça, on fait, si vous voulez, on clique sur la chita, sur l'avis qui pense que bitoul, c'est midin efker. Donc on rajoute une fois normal, deux fois normal, la troisième fois, on dit la même chose, mais on ajoute un mot. Efker. Efker, ça veut dire que ce soit à la possession de quiconque le veut. Donc, de cette manière-là, on est Mekayem, la mitzvah de Biur Hametz. Maintenant, si vous travaillez le vendredi après-midi et vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans votre appartement ou bien de brûler le Hametz dans l'endroit où vous vous trouvez, c'est pas grave. Vous pouvez nommer une tierce personne, votre femme, votre enfant, une personne, votre frère, une personne de votre famille pour qu'il brûle votre Hametz. Parce que la mitzvah, c'est de brûler le Hametz. C'est pas de ne pas en avoir, c'est la mitzvah, c'est de brûler le Hametz. Donc, si vous ne pouvez pas être à l'heure près pour brûler votre Hametz, eh ben, demandez à votre femme qu'elle le fasse, mais pas qu'elle appelle les pompiers, attention, parce que si elle appelle les pompiers, il faut qu'elle le fasse gentiment. Ou bien un enfant, ou bien une personne qui soit bar mitzvah, bat mitzvah, qui peut déjà brûler ce Hametz là. Donc ça, c'est la mitzvah de Biur Hametz. On rajoute simplement que cette mitzvah-là, comme on vient de dire, peut être faite par une certaine personne, et même la bdikat Hametz, si par exemple, pour vous c'est impossible, il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer chez eux à la maison jeudi prochain à 21h15, c'est impossible, donc c'est pas grave, même s'il il a un empêchement et il ne peut pas revenir, c'est pas grave, il peut nommer une tierce personne pour commencer la bdikat Hametz, si lui, il ne peut pas être à l'heure. Parce que, comme on sait que la chita du Ravad, la chita du Shulchan Aruch, c'est que la bdikat Hametz doit se faire exactement à l'heure précise. Comme c'est écrit, or, les arba asar botkin Hametz. Or, ça veut dire qu'il y a encore de la lumière, c'est au début de la nuit. On n'attend pas de minuit pour commencer. Et d'ailleurs, Allah veut qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit même d'étudier la Torah. C'est la seule fois dans le Shulchan Aruch qu'on dit on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Toujours, les rabbins disent, venez étudier la Torah, venez écouter un shiur, venez faire ceci, venez faire cela. Sauf, une fois, on dit, non, partez, je vais étudier la Torah. Non, pars. Oh, je vais étudier la Torah, tu veux de partir? Oui. Quand est-ce? Le soir d'Abdikat Hametz. Parce que le soir d'Abdikat Hametz, c'est un moment tout à fait exceptionnel, et on doit fermer sa Gemara, fermer son Shulchan Aruch, fermer son Chumash, fermer sa Mishnah, et aller faire l'Abdikat Hametz. Parce que c'est quelque chose de sublime. C'est une mitzvah tellement importante que les Chachamim ont dit on n'a même pas le droit d'étudier la Torah ni manger. Donc on doit se focaliser pour l'Abdikat Hametz. Et c'est seulement après l'Abdikat Hametz qu'on pourra entrevoir de manger quelque chose. Alors c'est vrai que ça finit un peu tard, donc si vous vraiment, vous n'avez pas le temps d'attendre jusqu'à 11h, généralement vous avez fini votre Abdikat Hametz, donc faites-le, prenez déjà une petite collation avant 9h15, une demi-heure avant 9h15, c'est-à-dire déjà une demi-heure avant 9h15, on n'a plus le droit. Donc faites-le vers les 8h30, vous avez un petit quart d'heure, prenez quelque chose, petit remontant, un petit whisky, petit remontant, et après en avant. Et après vous êtes frais et dispo pour l'Abdikat Hametz jusqu'à après qu'est-ce qui c'est 5h. C'est pour du matin, bon, c'est pas beaucoup de gens qui font comme ça. D'accord? Maintenant, on est bien d'accord que on est dans le vendredi. Alors, il faut savoir qu'il existe, comme on vient de dire, la Mechirat Hametz. La Mechirat Hametz, la vente du Hametz. La vente du Hametz se fait de cette manière. On sait ce que les poskim, le Khatam Sofer, le Ktav Sofer et tous les Gdolei Israël se sont beaucoup penchés pour comprendre le fonctionnement de cette Mechirat Hametz, la vente du Hametz. Alors, jusqu'aujourd'hui, ça a été accepté dans tous les Baté Dinim, dans tous les poskim, de faire la chose suivante. On va faire 2 fois la Mechirat Hametz. On vend 2 fois. On vend une première fois le 13, c'est-à-dire le 13 au soir avant le 14, c'est-à-dire avant jeudi soir, avant 21h15, c'est-à-dire à 21h, on fait la première vente.
Et la deuxième vente aura lieu vendredi à midi des poussières. Pourquoi? Pourquoi 2 fois? Parce que on se rappelle que quelque chose qui a été vendu, vous n'avez plus l'obligation, si ça a été vendu, vous n'avez plus l'obligation de faire 14 mètres. Mais si c'est encore à vous, dites bon, moi je veux le vendre à midi, vendredi, mais pour l'instant on n'est pas vendredi. Quel jour on est maintenant? On est jeudi. À quelle heure il est? Il est 21h15. 21h15, mon cher ami, tu le feras à 14 mètres. Oui, mais c'est pas grave, je veux le vendre. Non, mais c'est maintenant qu'il faut à 14 mètres, pas demain vendredi à midi. C'est maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour pas rentrer dans ce dilemme-là, les Chachamim ont instauré 2 ventes. La première, c'est le 13, et la deuxième, c'est le 14. À savoir 13, 1 minute avant que la nuit tombe. Et donc, tous les endroits où vous pensez ne pas vérifier parce que pour vous, ce n'est pas nécessaire de vérifier puisque vous allez le vendre, vous marquez dans le document de la procuration que vous faites, vous marquez que cette chose-là est vendue. Et automatiquement, le 14, ce sera les autres endroits que vous allez entreposer le Hametz, que vous allez entreposer pendant toutes les autres choses qui vous restent, et vous allez les entreposer dans d'autres endroits. Donc c'est ce qu'on appelle les 2 Mechirat Hametz. Et à ce moment-là, on est quitte avec justement cette manière de vendre le Hametz aux personnes. Maintenant, évidemment, cette mitzvah-là incombe, en réalité, ce qui est très très important à comprendre, qu'en réalité, toute la mitzvah de Bdikat Hametz, Biur Hametz, etc., c'est tous les hommes. Les femmes, en réalité, ils font rien, ils n'ont pas de mitzvah. Ils aident leur mari à faire la mitzvah. Mais la mitzvah, c'est l'homme qui l'a. Seulement, sa femme l'aide pour faire cette mitzvah-là. Donc, si vous voulez, c'est à nous, hommes, c'est à nous, hommes, cette mitzvah-là, de s'assurer du bon déroulement des opérations. Savoir se rendre compte que les choses ont été bien faites, donner un coup de main, chercher, aider. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses que les femmes savent mieux faire que les hommes. D'ailleurs, n'oublions pas que Paro, il a dit, eh bien, si c'est comme ça, on va donner le travail des hommes aux femmes, le travail des femmes aux hommes, ça c'est terrible. Mais, évidemment, nous, hommes aussi, on a le droit de mettre aussi la main dans la pâte, pas Tramet, pas Matzah, on met la main on aide un petit peu pour que tout se passe bien et tout se passe dans la bonne entente. C'est vrai qu'en général, lorsqu'il y a du Tramet, il y a toujours beaucoup de tensions, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, il faut essayer au contraire cette mitzvah-là. N'oublions pas que ce que dit le Harizal nous a dit que chaque effort que nous allons faire pour l'abdikat Hametz, pour Biur Hametz, pour la fabrication des matzot, pour nettoyer son appartement, pour nettoyer sa cuisine, et bien tout ce qu'on va transpirer, tous les efforts, Hachem prendra tous ces efforts, toute cette transpiration, il va effacer. Avec cette transpiration, Hachem il efface la Averot. Plus on se fatigue, et cet effort-là, Hachem l'utilisera pour effacer nos Averot. Donc transpirer un bon coup une fois, comme ça on efface plein de Averot. Donc, passons aux choses. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important, parce que la suite est très importante. La suite est très importante, c'est-à-dire que maintenant, on a l'habitude, évidemment, dans les maisons aujourd'hui du XXIe siècle, de ne pas vraiment cachériser tous les ustensiles qu'on utilise pendant le chol. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, chacun il a la possibilité aujourd'hui de s'acheter une batterie de casserole, de s'acheter des verres, des fourchettes, de s'acheter des assiettes. On n'a pas besoin exceptionnellement. Mais évidemment, dans une cuisine, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une cuisine spéciale pour Pessah, une cuisine spéciale pour le chol, et une cuisine pour la viande, une cuisine pour le lait, donc ça fait 4 en tout, et etc., parce qu'on peut multiplier. Bon, mais parlons encore, pour l'instant, on est encore, restons encore terre à terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans une cuisine, évidemment, la chose la plus importante, c'est le four. Dans le four, et c'est un peu le travail des hommes c'est qu'il faut bien nettoyer sa gazinière. Parce que la gazinière, évidemment, dans un four, il y a énormément de miettes de pain qui peuvent se répartir dans le four, dans le casier qui est sous le four et dans toute la gazinière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc évidemment, il y a 3 sortes de fours. On va parler du four, après on va parler de la gazinière elle-même. Il y a 3 sortes de fours. Il y a le four qui a pyrolyse, il y a le four qui a catalyse, et il y a un four qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est les fours qui coûtent 100 euros, c'est cela. Donc après le prix, c'est-à-dire, je peux pas besoin de parler c'est quoi, regardez le prix. Quand vous êtes dans les 450 euros, ça veut dire, si on est 450 et plus, c'est dans les fours à pyrolyse. Quand vous êtes entre les 200 et les 400, vous êtes dans le catalyse. Et si vous êtes moins que 200, vous êtes dans les fours rien, flat. Ça veut dire que ça ne marche pas. Une fois sur deux, vous appuyez, ça ne marche pas. Ça veut dire que ça ne marche pas. Bon, alors, la chose est très simple. Il y a ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il est écrit Kol asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh. Asher ta'avo ba'maïm, ta'aviru ba'maïm. C'est-à-dire que la Torah nous a donné 2 possibilités à cachériser. La première, c'est avec l'eau. La deuxième, c'est avec le feu. C'est-à-dire que toute chose qu'on a utilisée avec de l'eau, comme par exemple une casserole, un verre, une assiette, une fourchette, une cuillère, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Agala. C'est-à-dire qu'on doit prendre tous ces ustensiles, on doit les tremper dans un plus grand ustensile, dans de l'eau bouillante. On le trempe pendant une seconde, on attend que l'eau bouillit, et à ce moment-là, on le retire, on le passe dans l'eau froide, et à ce moment-là, notre ustensile est cachère, l'épaisseur. Ça, c'est pour tout ce qui a été utilisé avec de l'eau. Mais par contre, tout ce qui a été utilisé avec le feu, il faut faire le feu, c'est-à-dire qu'il faut avoir un chalumeau, il faut que prendre par exemple, si on a une grille, où on a fait cuire de la viande, on a fait griller de la viande, on a une broche, on a toutes sortes d'ustensiles qui ont été directement avec le feu, sur le feu, sans intermédiaire d'eau. À ce moment-là, on doit brûler la broche, on doit lui faire le liboun. Quelle chaleur on doit utiliser pour faire le liboun? Il faut que le fer devienne rouge. Il faut rougir le fer. Parce que ça s'appelle ce qu'on appelle le liboun. Liboun, c'est arriver à ce que le morceau de fer, qui est par exemple la broche, la grille, etc., elle devienne rouge. Alors évidemment, lorsqu'on parle d'un four, on va réfléchir. Un four, c'est quoi? Un four, c'est avec de l'eau ou sans eau? Sans eau. Donc il faut faire liboun. Il faut faire liboun. Liboun, ça veut dire qu'il faut que ça devienne rouge. Alors, imaginez-vous un instant, comment vous allez faire que votre four devienne rouge? C'est impossible. C'est impossible de rendre un four rouge. Pourquoi? Parce qu'avec un four normal, il monte à 180, voire 200 degrés. Avec 180 degrés, vous êtes loin du compte pour faire chauffer du fer à blanc. C'est impossible, vous n'arriverez pas à cette chaleur. Donc c'est pour cela que le premier four et le deuxième four, halakhiquement parlant, il y en a qui sont en équilibre. Je ne dis pas qu'il y en a peut-être qui sont en équilibre, mais halakhiquement parlant, on ne peut pas être sommaire, on essaye de faire bien les mitzvot de la Torah, on essaye d'avoir sa cuisine qui soit cachère les Pessah, et on ne veut pas maintenant faire des choses qui sont Chas v'Shalom, qui risquent d'avoir des problèmes. Donc le premier four, c'est très 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 difficile de le cachériser, à moins que vous allez prendre un chalumeau et que vous amusez à rendre rouge tous les parois. Alors qu'est-ce qui va arriver? Vous allez le prendre le four, carrément vous le mettez à la poubelle. Vous allez complètement abîmer toutes les parois. Maintenant, par contre, si vous avez un four à pyrolyse, par contre, le pyrolyse, c'est vrai que la cuisson, elle a 200, 220, 280, mais la pyrolyse, elle monte à plus de 500 degrés. Et à ce moment-là, on peut considérer que ça s'appelle déjà un liboun. Parce que déjà à 500 degrés, c'est déjà arrivé à une chaleur que c'est vrai que vous n'allez pas voir que les parois sont rouges, mais c'est pas grave parce que c'est un alliage très spécial. C'est un alliage qui est fait pour ne pas devenir rouge. Mais si on avait pris un alliage tout à fait normal, il serait devenu rouge. Donc dans un pyrolyse, on peut être sommaire sur les poskim qui disent que ça marche de faire. Mais il y a un mais. C'est à savoir, c'est quoi le mais? C'est qu'on sait, rappelez-vous, que il existe 2 fours de pyrolyse. Il y a ce qu'on appelle main froide, il y a ce qu'on n'appelle pas main froide. Ça veut dire quoi les mains froides, pas main froide? Ça veut dire que dans un four de pyrolyse, il y a 2 problèmes. Il y a le problème, c'est que la vitre, elle n'est pas pyrolysée. On ne sait pas quel degré, c'est-à-dire c'est très difficile à obtenir un degré. Même les grands ne savent pas exactement.
On n'arrive pas à bien pyrolyser la vitre. Et encore plus difficile que cela, c'est le plastique qui est autour, de la vitre, qui est là pour, si vous voulez, de la porte, pardon, qui est là pour le rendre hermétique. Donc ces deux choses-là, et la vitre et le plastique, n'arrivent pas là, au degré qui est nécessaire. Donc, pardon, si on veut vraiment avoir une bonne conscience et mamash, manger, cachar, les pessards, les 100%, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De faire une bonne pyrolyse à notre four, et à ce moment-là, on va recouvrir la porte avec du papier aluminium épais, pas le papier aluminium normal, ce qu'on achète dans les magasins cachers. On le recouvre, et à ce moment-là, on est cachère les pessards à 100%, et c'est de cette manière-là qu'on aborde les mitzvot, on essaie de faire les mitzvot qui sont d'une manière tout à fait à la rigue d'après tous les chitotes, tous les dérotes, et qu'on puisse bien accomplir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle cachériser le four. Il y a maintenant la gazinière. Dans le gazinière, il y a aussi 3 sortes de gazinières. Il y a une gazinière qui est à gaz, comme son nom l'indique. Il y a des gazinières électriques. Alors, il y a des plaques qui sont à induction et des plaques qui sont à vitrocéramique. Alors, quelle différence qu'il y a entre vitrocéramique et induction? Tout le monde le sait. Sur la céramique, si vous allumez les 4 feux, automatiquement vous allez voir, ça va être incandescent sous la vitre. Alors que les plaques d'induction, si vous allumez, il ne se passe rien. Vous allumez, ça reste froid. C'est à quel moment où ça devient chaud? Simplement si vous mettez une marmite dessus. Si vous mettez une marmite au contact avec le fer, en plus, ce n'est pas n'importe quel fer, ce sont des casseroles qui sont spéciales pour feu à induction. À ce moment-là, il y a un contact. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors pour la plaque de vitrocéramique, c'est tout simple. Vous la nettoyez bien. Vous attendez 24 heures. Parce que rappelez-vous ce que dit l'Agmara dans Masechet Avodat Zarah. L'Agmara nous dit qu'on ne peut cachériser un ustensile que lorsqu'il n'est pas ben yomo. Ben yomo, c'est-à-dire que ce n'est pas le fils du jour. Ça veut dire qu'il est dépassé 24 heures. On est plus de 24 heures. Si on est dans les 24 heures, on ne peut pas cachériser. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend 24 heures. Et après 24 heures, il faut tout simplement allumer les quatre foyers, attendre que ce soit bien chaud, c'est très très chaud, même un petit quart d'heure, c'est déjà suffit, parce que c'est excessivement chaud. Et après, l'éteindre. Et attendre que ça refroidisse. Lorsque c'est bien refroidi, vous allez prendre, rappelez-vous bien, parce que ça, on aura utilisé beaucoup cette notion-là, cette notion qui est écrite dans Tosfot, dans Masechet Shabbat, qui est de Shem Rabbeinu Tam, qui nous dit ce qu'on appelle Irouj chez l'Od Nipsak Akiloar. Il y a ce qu'on appelle le Irouj chez l'Od Nipsak Akiloar, je vais expliquer ça tout de suite. Mais d'abord, on va dire comment on le fait. On prend la bouilloire, une bouilloire électrique, on va garder le doigt sur la gâchette, non pas la gâchette, non. On va garder le doigt sur le thermostat, parce que vous savez comment ça marche une bouilloire électrique, la vapeur fait qu'il y a une résistance qui se plie et qui fait sauter le système. Mais ça, c'est pas grave. Si vous appuyez dessus, eh ben, ça continue à bouillir et ça ne s'abîme pas. Donc vous prenez, vous forcez la résistance et vous allez verser de l'eau bouillante alors que c'est en train de bouillir sur les parties qui n'ont pas été cachérisées par le foyer lui-même de la chaleur. Donc ça veut dire le pourtour des autres endroits. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait cuire, des fois ça déborde sur les parties extérieures. Donc de cette manière-là, on cachérise de cette manière. Et c'est la même chose pour les plaques à induction. Mais les plaques à induction, le problème c'est qu'on ne peut pas les faire chauffer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter une petite plaque, on achète ça dans n'importe quel magasin, qui fait que si vous avez une casserole qui n'est pas à induction, vous mettez cette plaque-là, vous mettez la casserole, alors la plaque, elle imagine, puisqu'elle est en contact avec du fer, elle ressent ce contact-là, donc elle se met à chauffer. Mais vous faites la même chose, vous mettez cette plaque-là, vous allumez, si vous en achetez 4, ça va plus vite, si vous en achetez qu'une, il faut mettre une, après la deuxième, troisième, quatrième, et de cette manière-là, votre plaque à induction est cachée dans les endroits où il y a la chaleur, et après vous attendez encore une fois que ça refroidit, et vous versez de l'eau bouillante autour, et de cette manière-là, vous avez obtenu une cachérisation maximale.
c'est cachère, les cholat deot, le cholat à poskim, parce qu'on a fait vraiment un vrai liboun, et la partie qui est extérieure, qui est terrain, qui a irouille, on a fait un irouille et c'est mouton. C'est maintenant, oui. Les bouilloires où c'est le socle qui est rattaché au, Ouais. à la prise, quand on la prend, la bouilloire, elle est plus Oui, haute. c'est très, ouais, très bonne question. C'est Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le socle avec. Tu prends le socle avec et tu vois. Oui, c'est pour ça que je dis ça c'est le travail des hommes. Ne laissez pas vos femmes, parce qu'en général, non, c'est vous, prenez des gants, mettez une serviette et faites-le doucement. Shomer mitzvah, lo yada devara. Celui qui fait une mitzvah, Hachem le protège. Donc ça c'est pour les. Maintenant, lorsqu'on a une gazinière mamache, c'est déjà plus compliqué, c'est plus compliqué que tous ces plaques-là, à savoir qu'une gazinière, il faut cacher trois choses. Il y a les grilles, il y a la plaque blanche qui est en on appelle ça, en émail, et il y a les brûleurs. Alors les brûleurs, c'est facile. Vous laissez allumer un petit quart d'heure, c'est caché. L'émail, vous faites la même chose, vous versez avec cette bouilloire et après vous recouvrez avec du papier aluminium. Mais le gros problème, c'est les grilles. Les grilles, en réalité, ils doivent être brûlés. Alors si vous avez un four à pyrolyse, mettez-les dedans. Vous avez un four à pyrolyse, prenez ces grilles-là et mettez-les dedans parce que le four à pyrolyse, lui, il fait l'hiboun. Avant, à l'époque, qu'est-ce que les gens ils faisaient? Je me rappelle encore que les gens ils avaient tous ces plaques-là, et lorsqu'on faisait les matzot, il y avait des fours de matzot, donc les gens ils attendaient qu'on finissait la confection des matzot, et tout le monde venait avec leur grille, et les mettait dans les fours de matzot, pour faire un liboun. Maintenant, si vous n'avez pas un four à pyrolyse, c'est un peu difficile. Alors il faut après, ou bien vous achetez un petit chalumeau, vous savez, dans les stands de camping, vous avez des petits chalumeaux, mais ça prend un petit laps de temps, ou bien encore pire que ça, vous avez encore une autre solution, c'est de prendre carrément la plaque et la tourner dans tous les sens pour être mélabène toute la partie, mais c'est un grand travail. Maintenant, il y a encore une possibilité, mais qui n'est pas tellement conseillée, c'est de recouvrir avec du papier aluminium des petites lames d'aluminium, de mettre autour de la grille. Souvent, le problème, le premier jour, c'est OK. Mais quand je vais venir chez vous le huitième jour, alors c'est un peu déchiré par là, c'est un peu déchiré par ici, c'est pas toujours bien. Donc voilà. Donc alors dites à votre femme pour votre anniversaire qu'elle vous offre une plaque normale, électrique, facile à cachériser pour Pessah. Voilà, vous avez déjà, c'est bon pour cette année. L'année prochaine, vous aurez encore quoi acheter. Ça, c'était par rapport au fond. Maintenant, le reste de la cuisine, c'est aussi tout simple. C'est-à-dire, les plans de travail, tous les endroits où on pose des casseroles chaudes dessus. Donc, il faut faire toujours le même système, c'est qu'on appelle le système de Hirouille chez l'eau Nifsak Akiloir. Pourquoi la bouilloire elle est tellement importante? Parce que la bouilloire, elle a quelque chose de super intelligent. C'est vraiment, je ne sais pas celui qui a inventé la bouilloire, je ne sais même pas s'il a pensé à ce système génial de comment ça peut aider pour la cachérisation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un clirichon qui est à la hèche, c'est-à-dire un cli qui est vraiment sur le feu. Parce qu'en général, quand vous êtes sur le feu, dès que vous le levez, il n'est plus sur le feu. Prenez une casserole, vous allez verser, c'est pas sur le feu. Comment vous pouvez prendre le feu avec? Normalement, il faut prendre la casserole et le feu. Vous allez prendre votre gazinière avec la casserole et vous verser. C'est pas possible. Alors, ce qui est de génial dans cette bouilloire électrique, c'est qu'on peut prendre le feu avec. Comme on prend le socle avec, ou bien carrément la bouilloire qui marche directement, alors on prend l'eau chaude avec le feu. Et l'eau chaude avec le feu s'appelle Hirouille chez l'eau Nizak Akiloir. Ici, c'est une sac chez l'eau Nizak Akiloir, c'est mévachel comme un clirichon. Donc on peut cariser tous ces plaques, tous ces plans de travail. Maintenant, évidemment, lorsqu'il s'agit de l'évier, alors il faut savoir qu'il y a trois sortes d'éviers qui ne sont pas cachérisables. C'est-à-dire que si l'évier est fait en argile, ou bien en béton, ou bien avec des carrelages, ou bien en grès, tous ces éviers-là ne sont pas cachérisables, parce que c'est des clés Jerez. Mais par contre, s'ils sont faits dans tous les autres, même si par exemple un plan de travail qui est fait en granit, ou bien en marbre, ou bien c'est de la pierre brute, ça on peut cachériser. Parce qu'il y a une différence entre la pierre
et, et ce qu'on va, on va appeler la terre glaise. Si on prend de la pierre, le granit ou bien le marbre, c'est une pierre. Ça, c'est cachérisable, ça. Mais qu'est-ce qui n'est pas cachérisable? Si vous prenez du sable, vous prenez de la terre, et vous fabriquez comme de l'argile, du béton, le carrelage. Comment il est fait le carrelage? Ben, il est fait aussi de cette manière-là. On fabrique, on prend un mélange de sable, etc. Et on rajoute un peu de béton dedans, et ça nous donne... Ça, c'est pas cachérisable. Ça, c'est pas cachérisable. Donc, un évier, c'est très simple. Il faut toujours regarder, toujours demander la question suivante. Si, première question à se poser, quand je vois un évier, première question, en quoi est fait cet évier? Si cet évier est fait en fer, ou bien il est fait en inox, ou bien il est fait en aluminium, ou bien il est fait en acier, ou bien il est fait en cuivre, en argent, en or, eh bien oui, peut-être qu'il y en a des gens qui ont des éviers en or, allez savoir. Louis XIV, je ne sais pas, peut-être. Eh bien, ça c'est cachérisable. Tous les métaux sont cachérisables. Mais ce qui n'est pas cachérisable, c'est ces vieux éviers qui étaient faits en émail comme ça. C'est recouvert avec un émail, c'est-à-dire du kékérès recouvert d'émail, ça c'est incachérisable. Donc, si vous avez un évier qui est cachérisable, c'est exactement le même système que les plans de travail. Vous passez avec cette fameuse bouilloire après 24 heures. Rappelez-vous toujours, après 24 heures. Nettoyage maximal, 24 heures. Parce que sans 24 heures, on ne peut pas cachériser. Il faut que ce soit Eno ben Yomo. Il ne soit pas le fils du Yom. Le fils du Yom, Yom c'est 24 heures. Il ne doit pas le fils du Yom. Il est le petit-fils du Yom. Après 24 heures, c'est le petit-fils. Le fils, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose. Maintenant, si c'est un matériel, un de ces matériaux qui ne sont pas cachérisables, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien qu'une chose possibilité de faire. Ou bien de changer votre cuisine. Ça, c'est vous allez offrir cette fois-ci un cadeau à madame pour son anniversaire. Ça, c'est une possibilité. Donc, et si vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, il faut le recouvrir. Il n'y a rien à faire que de le recouvrir. Et à ce moment-là, on obtient la cachérisation maximale. Ça, c'était par rapport à ça. Maintenant, il y a encore deux ustensiles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser à Pessah. Le premier, c'est le micro-ondes. Pourquoi le micro-ondes, on n'a pas l'habitude d'utiliser à Pessah? Parce que le problème, c'est que le micro-ondes, comme son nom l'indique, c'est des micro-ondes, c'est des ondes. C'est pas de la chaleur. Et donc, le problème, c'est que on ne peut pas cachériser quelque chose qui ne... C'est pas un four. Donc, si c'est four, si vous avez un qu'on appelle ça, un combiné de micro-ondes plus four, ça tu peux cachériser. Ça on peut. Mais si c'est rien que micro-ondes, c'est pas cachérisable. Pourquoi? Parce que ça ne chauffe pas. Il n'y a pas de chaleur. C'est quoi le système des micro-ondes? C'est pour ça que au début, je pensais que c'était cancérigène. Pourquoi? Parce que c'est des ondes qui vont faire bouger les molécules qui sont dans l'aliment. Ils vont les faire bouger très très vite. Et avec le mouvement, ça fait faire de la chaleur. Et donc c'est comme ça que ça cuit. C'est ça que c'est pas une cuisson. Par exemple, les Tunisiens, ils ne mangent jamais ça. Parce qu'ils préfèrent la pkaïla la vraie, pas la pkaïla avec... avec des micro-ondes. D'accord? Donc le micro-ondes, on a un gros problème pour le cachet. On n'arrive pas à le chauffer. Comment vous allez le chauffer? Comment vous allez faire pour le chauffer? C'est facile. Un four, on peut le chauffer. Vous allumez, ben, ça chauffe. Mais le micro-ondes, ça ne chauffe pas. Alors, Bediavad, le dit le Midrash Yitrak, Bediavad pour quelqu'un qui est à l'hôpital, ou bien quelqu'un qui est obligé, il a besoin d'avoir ça, etc. On fait la chose suivante. On prend un verre d'eau, on met un verre d'eau, on met dedans un détergent, et on va allumer au maximum. Qu'est-ce que ça va faire? Alors, des molécules d'eau vont se chauffer, ça va faire une sorte de vapeur, et ça va cachériser de cette manière-là. Seulement, le problème, ce que dit le Rav Wosner, il dit oui, mais ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas cachériser avec de la vapeur. Il faut cachériser avec de l'eau. On ne peut pas cachériser un ustensile avec de la vapeur, qu'avec de l'eau ou avec du feu. Donc, c'est très, très problématique. Alors, c'est pour ça qu'en général, un micro-ondes, on n'a pas l'habitude de l'utiliser à Pessah. Surtout avec 2 Yom Tov avant, 2 Yom Tov après, vous allez vous promener, laissez de mon micro-ondes. Capara. C'est vrai que dans les magasins cachers, ils font 30% de leurs bénéfices pour la semaine de Pessah. 30% de leurs bénéfices, c'est la semaine de Pessah. Ça veut dire qu'on achète pour 4 mois. C'est-à-dire que ce qu'on achète dans l'année, c'est 4 mois. Ça veut dire qu'on dépense plus à Pessah pour la semaine que 4 mois dans l'année. Bon.
Alors le micro-ondes, peut-être vous en avez besoin. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Il y a une deuxième aussi ustensile qu'on n'a pas machine qu'on n'a on n'a pas l'habitude de l'utiliser, telle que les Gdolé Israël disent, c'est la machine à laver la vaisselle. Pourquoi la machine à laver la vaisselle? C'est le même système. Parce qu'on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à lui faire bouillir de l'eau. Alors vous avez deux possibilités, on va dire. Ou bien vous faites agala, ou bien vous faites liboun. Mais là, vous n'allez pas prendre un chalumeau et vous le faire rentrer dans votre machine à laver, c'est pas possible. Et quoi? Il faudrait normalement, ce qu'il faudrait faire, remplir la machine à laver d'eau au maximum, et mettre là-bas une résistance et chauffer, jusqu'à que ça bouille. Ça, c'est pas possible, parce que si vous allez remplir de l'eau jusqu'en haut, eh bien, vous allez la noyer, la pauvre. La pauvre. Il faut avoir pitié aussi, faut avoir pitié de ces ustensiles. Donc, on n'a pas l'habitude de le faire. Maintenant, je sais qu'il y en a certains qui le font, mais c'est pas quelque chose qui est, entre guillemets, extraordinaire. Maintenant, évidemment, il y a ce qu'on appelle la journée très 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 spéciale de vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, alors il faut savoir que c'est une journée très très spéciale. Ça ressemble à aucun vendredi, et c'est le seul vendredi qui a des halachot tellement d'halachot ont été dit pour ce petit vendredi. La première halakha, c'est qu'on sait qu'on n'a pas le droit, ce jour de vendredi, de manger de la matzah. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a l'habitude de ne pas manger depuis Purim, ou bien depuis Rosh Chodesh, Nissan, mais halakhiquement parlant, on a le droit de manger, jusqu'aujourd'hui on a le droit de manger des matzot, etc., tout le temps on a le droit de manger, sauf le vendredi. Depuis le vendredi matin, on n'a plus le droit de manger de la matzah. Pourquoi? Pour pouvoir manger de la matzah bété avon. Pour pouvoir manger, pour faire le chinouille. Jusqu'à présent, je mange la matzah, et maintenant, je m'arrête pour pouvoir recommencer. Combien de temps je dois m'arrêter? Un vendredi. Donc depuis le début de la journée, on n'a pas le droit de manger de la matzah. Bien qu'on a mangé du chametz, on n'a pas le droit de manger de la matzah. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce qu'on n'a pas le droit de faire, évidemment, c'est que cette journée, elle est spéciale. Parce que la Torah, on parle de cette journée-là comme étant Ach beyom harishon tashbitu seor bibetechem. Diagma Ach. Ach chilek. Ça veut dire que cette journée est partagée en deux parties. Il y a la matinée et il y a l'après-midi. Et on l'appelle cette journée Rishon. Pourquoi? Parce que déjà Pessah, ça commence. C'est très très spécial. En général, dans toutes les fêtes juives, ça commence la fête, ça commence le soir. Ça commence le soir. On fait la partie de Plaga Mincha, on commence un petit peu avant, mais on ne commence pas à midi. Alors que cette journée est très spéciale, puisque c'est un vendredi spécial, pas le vendredi saint, ça n'a rien à voir. C'est une journée très spéciale, à savoir qu'à partir de Chatzot, c'est déjà Pessah. C'est déjà Pessah à partir de Chatzot. Pourquoi? C'est Pessah. C'est Pessah. D'après celui qui mange du Chametz à partir de Chatzot, c'est-à-dire à 1h40, 1h53, 13h53, celui qui mange du Chametz à ce moment-là, il est chayav. C'est comme si il a mangé du Chametz à Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Arbiyom Arjot Tajvidou Saon Beterem. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, on avait l'habitude d'amener le Korban Pessah. Et dans le Korban Pessah, Hachem dit on n'a pas le droit d'amener un Korban Pessah au moment où on a du Chametz. C'est-à-dire que si ce moment-là est réservé pour le Korban Pessah, le Korban Pessah ne peut être approché seulement que si je n'ai plus de Chametz. Donc à partir de ce moment-là, on rentre déjà dans la phase du Korban Pessah, la phase de Pessah, donc on n'a pas le droit de manger du Chametz. Et c'est pour cela. Pour bien se rendre compte de cette journée très spéciale, il faut savoir que si vous devez aller chez le coiffeur, si vous devez faire des retouches, si vous devez vous couper les ongles, si vous devez faire toutes ces choses-là, on a le droit de le faire seulement jusqu'à Chatzot. Après, c'est interdit. C'est pas comme tous les autres journées, tous les autres vendredis, que vous pouvez le faire toute la journée. Non, c'est jusqu'à Chatzot, parce qu'après Chatzot, c'est terminé. On est déjà dans l'ère de Pessah. Et on doit d'ailleurs, comme c'est écrit dans le Shlach Kadosh, de s'adonner à l'étude, si on a le temps, d'étudier le Korban Pessah, tous les yanim de Korban Pessah. Pourquoi? Parce que c'est déjà dans cette ère. Donc, rappelez-vous bien que, si vous voulez, c'est comme un petit Chol HaMoed. On n'a plus le droit de faire les melachot à ce moment-là. Évidemment, on prendra une demi-journée, au moins, chez son patron, pour ne pas travailler jusqu'à la dernière minute. Et donc, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger cette journée-là? Alors, très simple. La matinée, le petit déjeuner, c'est offert à Aleph.
ce souvent, d'accord? Sauf faire la lèvre. Non, le petit déjeuner du vendredi matin. Personne ne peut pas choisir. Voilà. Donc, il y a le sioum. Donc, le petit déjeuner, normalement, c'est OK. Après le petit déjeuner, on ne mange pas de matin, on peut manger. Mais après le petit déjeuner, c'est-à-dire à peu près vers les 10h, 10h50, 10h40, on n'a plus le droit de manger de chametz. Et on n'a pas le droit non plus de manger de la matzah. Donc c'est une journée très spéciale. On ne peut pas manger, c'est une après-midi très spéciale. Ni du chametz, ni de la matzah. Ça n'existe pas, ça. Je te dis, on dit ou bien du chametz, c'est un choix à faire dans la vie. Ou bien le chametz, ou bien la matzah. Laisse-moi dire, ni chametz, ni matzah. Mais que je vais manger? Que je vais manger? Alors, pour les Tunisiens, c'est pas de problème, ils mangent du riz. Pour les Ashkénazes, pas de problème, ils mangent pommes de terre. Mais ceux qui veulent vraiment manger, qu'est-ce qu'ils mangent? Ouais, d'accord. C'est bon pour les. Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de prendre ce qu'on appelle la matzah ashira. La matzah ashira, c'est quoi? De la matzah qui a été de la farine. Écoutez bien, c'est de la farine qui a été mélangée. À l'époque, c'était encore de la farine. On a mis du jus d'orange, on a mis du vin et on a pétri et on les a fait cuire dans le four. On obtient ce qu'on appelle des galettes au vin, des galettes au jus d'orange, etc. Ce qu'on appelle la matzah shira. Ça, on a le droit. Pourquoi? Parce que c'est ni du hametz, ni de la matzah. C'est ni du hametz, ni de la matzah. Ça, c'est une bonne possibilité. Deuxième possibilité, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre de la poudre de matzah, ce qu'on appelle la matzah mil, la matzah pilée, et on fait des boulettes, et on en fait une soupe avec, ce qu'on appelle les klender. Ça on peut faire. Pourquoi on peut faire ça? Pourquoi on peut faire ça? Parce que de la matzah qui est cuite, bouillie avec de l'eau, c'est plus de la matzah. C'est plus de la matzah. Et d'ailleurs, le soir de Pessah, pour manger les kazadim, on ne peut pas prendre ça. Ça ne marche pas ça. Mais par contre, si vous voulez faire des gâteaux, vous allez prendre de la farine de matzah et vous voulez en faire des gâteaux. Vous allez mettre un peu de sucre, des œufs, vous allez mettre, etc., etc. Vous allez mettre du chocolat, etc. Et vous allez faire des gâteaux. Des gâteaux. Non, on ne peut pas manger ça. On ne peut pas manger ça. Pourquoi? Parce que c'est pas cuit à l'eau. C'est cuit au four, ça marche pas. Parce que ça a le goût. Pour enlever le goût de la matzah, il faut de l'eau. L'eau, ça enlève ce qu'on appelle, comme on a dit en Matzah Brachot, ça enlève Turita de Nahama. Ça enlève la forme du pain. Mais si vous faites des gâteaux, ça ne marche pas. Donc voilà comment vous pouvez vous nourrir. Pendant cet après-midi, vous pouvez vous nourrir de la chose suivante. Mais, encore une fois, il y a très très spécial cette journée-là. À partir de 5 heures d'après-midi, on n'a plus rien le droit de manger. Là, c'est pas ni la matzah, ni le chametz, ni les gâteaux, ni ça. On n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il faut se laisser un petit laps de temps pour digérer tout ce qu'on a mangé et pour arriver frais et dispo pour le soir du Seder. Parce que le soir du Seder, il faut arriver avec beaucoup d'envie et de ta'ava, de théavon pour manger la matzah. Donc, vu l'importance de faire bien gérer cette journée-là, et cette journée qui est tout à fait spéciale, avec beaucoup d'horaires qui ont été... Et évidemment, on arrive donc... je fais très très vite parce qu'il y a tellement de choses à dire. Quelle semaine, 17h C'est Shah Hamishi Asirit. Shah Asirit, c'est la 10e heure. Ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on fait dans la Torah? On prend depuis le lever du soleil jusqu'à le coucher du soleil, ou bien depuis le lever du jour jusqu'à l'apparition des trois étoiles, et on partage ça en 12. Et Shah Asirit, c'est le début de la 10e heure. Ça fait 5 heures dans l'après-midi. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de manger. Alors, si on a un magasin, on prend une pomme, une orange, on n'a pas le droit de manger ni des gâteaux, ni quoi que ce soit. S'il vous plaît, monsieur. La matzah shira, c'est maisonnote ou c'est alcool? Maisonnote. Et la matzah dans l'eau, c'est quoi? La matzah dans l'eau, vous avez les boulettes de viande, c'est aussi maisonnote. C'est maisonnote. Parce que c'est ça la règle. Chaque fois que vous avez soit de la farine,
soit, soit de la farine, soit de la farine de matzah, toujours c'est mezonot. Ça devient motzi? Ah non, jamais motzi. Non, jamais motzi. Non, non mais quand on fait motzi sur la matzah, c'est la même, seulement il y a de l'eau. Oui, mais c'est la différence. La différence c'est comme ça. S'il y a de l'eau, c'est motzi. S'il y a du jus d'orange, c'est mezonot. Les boulettes dans l'eau, c'est mezonot. C'est mezonot. Rav, juste pour le bio, est-ce qu'on a le droit de manger? Je viens ici et après Sharit, je fais mon bio Hametz, je brûle. Est-ce que j'ai le droit de manger du Hametz après? Ouais. Ça veut dire. C'est votre Hametz. Il faut brûler votre Hametz et après vous pouvez manger pour le sioum. Maintenant, encore quelques petites halachot très très sympathiques pour le soir du Seder. On sait que le soir du Seder, on passe à la 5e partie, on sait que le soir du Seder, c'est une journée très très spéciale. C'est la journée la plus, pour moi, c'est la journée la plus belle de la vie. C'est une journée où c'est le moment où tous les parents, tous les enfants se retrouvent autour d'une table. C'est une journée où on arrive à transmettre toutes les valeurs du judaïsme à nos enfants. C'est une journée où tout le peuple d'Israël prie en même temps à Dieu et remercie à Dieu tous les miracles qu'il a fait et que Bézat Hashem il fera. Donc on est vraiment dans une journée très spéciale. Cette mitzvah-là, elle est tellement spéciale qu'il y a tellement de halachot qu'on pourrait passer vraiment des jours et des jours à en parler. Mais parlons directement de l'essentiel. Pour être mekayem la mitzvah de Seder, il y a 3 choses qu'il ne faut pas oublier, qui sont extrêmement importantes. La première, c'est de manger la matzah, parce que l'essentiel du Seder, c'est la matzah. Et pour manger une matzah, il faut savoir la chose suivante. C'est que si on calcule dans la soirée, combien de matzah faut-il manger? Alors on se rappelle toujours le chiffre, le bon chiffre. Toujours, si vous allez jouer à l'auto, toujours marquer ce chiffre-là, c'est toujours les gagnants, c'est le chiffre 5. Pourquoi il est gagnant? Parce qu'on mange 5 fois, on intervient et on mange la matzah. La première fois, c'est lorsque vous allez faire motzi et matzah. Un kazaïd pour motzi, un kazaïd pour matzah. Tout le monde le fait. Il y a après le sandwich, le korer. Vous allez manger encore une fois un kazaïd. Les 2 derniers, c'est pas tout le monde qui le fait, mais c'est dommage de ne pas le faire parce que c'est ça l'important, c'est la ficomane. La ficomane, en réalité, la ficomane, on doit manger 2, pas 1, 2. Pourquoi 2? Ah, bah le tossif, 1. Pourquoi 2? Non, parce que la ficomane, rappelez-vous, c'est quoi la ficomane? C'est le korban Pessah mélangé, accompagné avec la matzah. Bon, on n'a pas de korban Pessah. On n'a pas de korban Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un kazaït, c'est pour le korban Pessah, ça représente. Et un kazaït pour la matzah qui accompagnait le korban Pessah. Donc en réalité, il faut manger 5 fois. De ces 5-là, si on a été une cette mitzvah-là, c'est bien. Deuxième chose très importante à savoir, par rapport à ces 5 kazetim, c'est la quantité de matzot qu'il faut manger pour être mekayem la mitzvah. Alors c'est vrai qu'on a dû dire 30 grammes, mais en réalité c'est un peu erroné, parce qu'on ne parle jamais dans la Torah de grammes, on parle surtout de volume. Donc ce qu'il faut faire en réalité, c'est de calculer le volume. Donc comme c'est un peu difficile de calculer le volume, on a dû dire qu'en général, 30 grammes, ça fait à peu près le volume de 30 centilitres. Mais en réalité, c'est pas des grammes, c'est centilitres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc de préparer, pour que ce soit plus sympathique, à l'avance, avant le seder, de préparer déjà des morceaux de matzot déjà prédestinés, pré-coupés. Pas au moment du seder, comment ça couper, non, c'est trop peu, c'est pas assez, etc. Je ne sais pas. On prépare déjà si vous voulez, prenez des matzot que vous achetez, vous les déjà pré-découpés. C'est facile, après on distribue à chacun sa petite matzah et on sait déjà, voilà ce que tu dois manger. Et si pour se faciliter les choses, on a déjà le vendredi après-midi, on pèse papier, vous savez, peser les lettres, vous pesez les lettres exactement, et vous pesez vos matzot, voilà 30 grammes, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et terminé, vous le mettez d'un côté, et on a cette manière. Donc c'est important de savoir, parce que c'est dommage de passer tout le pesage et de ne pas pouvoir manger la quantité suffisante. Troisième chose, qui est aussi hyper important, c'est donc
des 5, le volume et le temps. Ça veut dire que ce qu'il faudrait faire normalement, c'est de manger cette matzah le plus vite possible. À savoir, c'est 30 grammes, il faut le manger 2 pour les champions, 4 pour les gens normaux et 9 minutes pour les retardataires. Donc on essaie de faire le mieux possible. Alors, donc il faut s'entraîner toute l'année. Quand vous faites le jogging le dimanche, après, vous commencez à manger des matzot. Et vous dites, voilà, vous faites champion du monde et champion... de minutes, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que très bien, c'est une bonne question, pourquoi on a mangé vite? Parce que dans la Torah, celui qui parle de manger, la Torah dit qu'il faut manger un kazaït, birder achilatcha. C'est-à-dire que si on va si vous voulez, s'étaler pour manger, le début ce que j'ai mangé et la fin ce que j'ai mangé, ça n'a aucun rapport. J'ai mangé une miette ici, une miette là-bas. Mais qu'est-ce que c'est pas j'ai mangé de la matzah? Manger une miette plus une miette. Si je mange dans un temps qui a été regroupé, j'ai mangé cette quantité. Mais si je me laisse trop de temps, ça ne marche pas. Alors, en tout cas, essayez de faire 2, 4, 9 minutes, mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas parler au milieu. C'est vrai que toujours quand on mange ça, on a envie de rigoler, on dit une blague, etc. Parce que c'est trop rigolo de voir tout le monde manger tellement vite. Mais parce qu'il ne faut pas parler. Parce que si on parle, ça fait encore un sec. Tout le truc, c'est de manger ça d'une manière... Voilà. Et sans boire. Maintenant, les personnes qui ont des difficultés de manger de la matzah un peu sec, ils ont le droit de tremper la matzah dans de l'eau. Mais froide. Parce que si on trempe dans de l'eau chaude, la matzah, non, elle ne vient pas jamais. Non, elle ne vient pas jamais. C'est plus de la matzah. C'est comme le boulet qu'on a parlé d'avant, ça ne marche pas. Donc on peut tremper, par exemple, les vieilles personnes qui ont des problèmes de dentier, des problèmes de dents, ils n'arrivent pas à croquer la matzah, donc on peut le remettre dans de l'eau et le manger. Ce n'est pas un tellement bon goût, mais c'est ce qu'on peut faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Non, parce que si vous allez boire pour une personne qui est adulte et qui n'a pas de problème, la partie de la matzah qui est dans la bouche avec de l'eau, c'est pas bon. Il faut que ce soit de la matzah pure. Deuxième point important, c'est le choix de votre kos, le choix de votre verre du seder. Alors c'est vrai que tout le monde a des très beaux verres en argent, etc., des beaux verres, mais c'est pas toujours celui-ci qu'il faut le prendre. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est de boire tout le verre. Et khatrila, il faut boire tout le verre. Pas boire comme pour le kidouche normal, Melo Lugmav ou bien Rov Revi. Il faut boire tout le verre. La mitzvah, c'est boire tout le verre. Alors, si vous prenez un verre, vous savez, les verres qu'on fait là, pour les mariages, là, on met la bouteille, parce qu'on a une deuxième bouteille pour remplir. Ça ne remplit pas. Si vous prenez ce verre-là, c'est impossible de boire 4 verres comme ça. Qui c'est qui peut boire ça? C'est pas 4 verres, c'est 4 bouteilles, c'est quoi ça? Donc il faut bien calculer. Même si le verre il n'est pas tellement beau, c'est mieux de prendre un verre en verre Duralex, ils vendaient à 2,50 € à Auchan. C'est mieux d'acheter un verre normal et le boire entièrement que d'avoir acheté un verre en argent et il fait deux révites. On n'arrive pas à boire ça. C'est pas possible. Alors que vous allez boire un peu, il va rester au fond du verre. Donc ce qu'il faut faire, c'est de bien calculer. Il y a ce qu'on appelle des mesureurs et calculer avant, prenez un verre. Alors il y a 2 grandes chitotes. Quelle est la grandeur du verre? Là, il y en a qui disent que la grandeur du verre c'est 15 centilitres. Il y en a qui disent que la grandeur du verre c'est 8,8 centilitres. Le Mishnah Bora, il ramène du chitote. Un, c'est ça, on appelle couramment la chita de Chazonish. La deuxième, c'est la chita de Rav Chaim Naeh. Mishnah Bora, il les appelle un peu autrement. Il dit qu'il y a un problème, c'est la chita du Nonda Biouda, etc. Parce que le Nonda, il a dit que Niktaknu les gens, ils sont devenus plus petits que d'habitude. Les œufs, ils sont devenus plus petits. Donc, il faut multiplier par 2. Bon, en tout cas, on parlera dans les détails. Tout ce qui est sûr, c'est ou bien 15 ou bien 8,8. Le Mishnah Bora dit comme ça. Pour les mitzvot minatora, on fera le grand shiur. Pour les mitzvot de Rabbanan, on peut être lesquels? Le petit shiur. Je me disais non, toujours le grand shiur. Mais en tout cas, le premier vers, ainsi que si on veut vraiment faire la mitzvah, en tout cas le premier vers, c'est sûr qu'il faut avoir 15 centilitres, 150 millilitres. Pourquoi? Parce que c'est une Minatora. Sur le Kiddush, c'est sûr que c'est Minatora. Donc, celui-là, c'est sûr qu'il faut avoir 15. Les autres, ils ne sont pas tous Minatora.
sont de Rabbanan, mais comme c'est tellement une mitzvah chaviva, comme on sait qu'on a dit que même les pauvres, ils doivent vendre leurs habits pour voir les 4 kotsot qui correspondent au Rabba kotsot de Géoula, etc. Donc on essaiera au moins le premier, et si on peut, les autres aussi, de boire 15 centilitres, 150 millilitres, et de manger la matin qu'on a dit. Et je vous garantis que si vous mangez tout ça, vous n'avez pas besoin de prendre de repas. Vous êtes calé. Parce qu'en général, arrivé à tous les matzot, tout ce qu'on a bu, on n'a pas beaucoup le temps de faire. Troisième chose, et on va se terminer avec ça, on va terminer ici, c'est que... c'est bien. Une troisième chose, et on va terminer avec ça, c'est le temps. Ça veut dire, on sait que la matzah, la dernière matzah qui s'appelle la matzah de l'afikoman, on avait dit qu'il faut manger 2 kazetim, ces matzahs de l'afikoman doivent être finis d'être mangés avant Chatzot, avant 1h53. Alors ceux qui font très vite le seder, ils n'ont pas de problème. Mais celui qui veut raconter les mitzvot avec ses enfants et parler de tous les chidushim, de la Torah, de la Gada, etc. Donc il faut essayer de bien gérer le temps pour arriver à finir le repas et manger l'afikoman avant 1h53. Et à ce moment-là, on est Mekayem la mitzvah de Achilat Matzah. Et évidemment, si on se rappelle bien, si on essaye de faire un petit peu, si vous voulez, une vue hélicoptère, une vue d'ensemble de toutes les mitzvahs de Pessah, qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle qu'une chose, que tout ça, c'est pour nos enfants. Vigata et Bincha. Toutes ces mitzvot-là, en réalité, Hachem nous les a données pour qu'on arrive à transmettre l'amour de la Torah, pour qu'on arrive à transmettre l'envie d'étudier la Torah, l'envie de faire les mitzvot, de s'approcher de Dieu à nos enfants. Et c'est quelque chose de tellement sublime, c'est quelque chose de tellement merveilleux, ce moment-là, il faut arriver à communiquer avec nos enfants. C'est maintenant. Une personne une fois avait dit un beau devant toi, elle dit, moi, j'ai donné comme héritage à mes enfants une table. Une table. Qui donne, je sais pas, 200 000 euros, une carte bleue, d'accord, mais une table. Oui, j'ai donné la table du Seder. C'est quoi? J'ai rien donné, c'est pas la table du Seder. Il ne parlait pas de la table. La table. J'ai donné la table du Seder, parce que c'est ça qu'un enfant il se rappelle. Alors nous allons bien les Kanamiza, Vegata et Bincha. C'est le moment de tisser ses liens avec ses enfants, parce que nos enfants, ils sont là, ils sont en train de nous regarder. Ils veulent connaître la Torah. Ils voient combien nous on s'approche de la Torah, combien nous on est prêt, on est sensible à tous les petits détails de la Torah. Et c'est le moment crucial où tout passe, où le courant passe, et comme on se rappelle la semaine dernière, le peuple d'Israël a été ébranlé par l'affaire de Toulouse. Alors il a été dit qu'il a voulu toucher 2 symboles forts de la République. Mais je ne crois pas qu'il n'a pas voulu toucher ça. Il a voulu toucher à nos enfants. Parce qu'il a tué des enfants et il a tué un enseignant de Torah. Alors nous, notre vengeance, on doit au contraire se renforcer dans l'éducation de nos enfants et dans l'étude de la Torah. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on va faire des tfilotes parce que on espère tous les jours que cette année encore, on pourra tous passer le Seder à Yerushalayim avec le Mashiach Tzidkenu et avec le Beit HaMikdash B'mira b'yameinu. Amen. Amen.